Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne de vidéos éducatives et participatives. Alors on est ici pour traiter des sujets politiques, sociaux, culturels, pour lesquels les opinions sont bien souvent partagées. Entre pour et contre, je vais recenser l'essentiel des arguments des deux parties et tenter de déterminer, à partir des études qui ont été menées, si une opinion semble plus légitime. On commence tout de suite avec un sujet sur l'enseignement, à savoir le redoublement. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, le redoublement n'est pas universellement répandu. Il fait partie des solutions adoptées par les systèmes scolaires dans un certain nombre de pays, mais pas dans tous. C'est le cas par exemple en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves, où le redoublement est pratiquement inconnu ou d'usage très limité. En France, les taux de redoublement ont fortement baissé ces dernières années. En 2012, c'est 28% des élèves français âgés de 15 ans qui ont redoublé au moins une fois. Alors qu'en 1960, plus d'un élève sur deux quittait l'école primaire avec au moins un an de retard. Aujourd'hui, la France se place au 5e rang des pays de l'OCDE quant au nombre de redoublements. Jusqu'ici, les parents avaient le dernier mot en matière de redoublement, quitte à aller franchement à l'encontre de la décision de l'équipe pédagogique. Si un professeur voulait maintenir l'élève en CP ou estimait qu'il devait refaire son année de 3e, qu'à cela ne tienne. Si vous n'êtes pas d'accord, votre enfant pourra passer en classe supérieure. Cependant, l'une des mesures phares du plan de Gabriel Attal, présenté fin 2023, a pour objectif de redonner plus de pouvoir aux enseignants pour déterminer si un élève en difficulté doit ou non redoubler. Et il faut dire qu'en français, en mathématiques ou même en sciences, le classement PISA des élèves français n'est pas parfait, et même loin de là. Les résultats tricolores sont parmi les plus bas jamais mesurés par l'OCDE. Pourtant, plusieurs pays placés en tête de ce classement ont supprimé ou fortement réduit le recours au redoublement, préférant laisser passer les élèves en difficulté, mais en les obligeant à rentrer dans des dispositifs pédagogiques de soutien. La France fait donc office de mauvais élève. Pour autant, les redoublements peuvent-ils être efficaces pour remonter le niveau scolaire de nos jeunes ? Selon le ministre, redoubler, c'est avant tout pour donner toutes les chances à nos élèves de réussir. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite avec les arguments des deux parties pour savoir de quel côté vous positionnez face au redoublement. Et on commence tout de suite avec les arguments en faveur du redoublement. Alors pour commencer, l'argument le plus cité est qu'il permet une révision complète des concepts clés. Il va constituer une année supplémentaire qui permettra une révision approfondie de tous les concepts essentiels pour une compréhension solide et durable. Il permet aussi de disposer de plus de temps pour mûrir et se préparer aux exigences des niveaux supérieurs, surtout dans un système éducatif où chaque étape scolaire est fondamentale pour la suivante. En effet, il est inefficace de laisser passer les élèves de classe en classe quand ils n'ont pas acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour une bonne poursuite des études. On sait parfaitement que la plupart des élèves autorisés à passer du CM2 au collège, sans avoir acquis le bagage requis en matière de savoir lire et savoir compter, ont une très forte probabilité de ne jamais atteindre le baccalauréat. Pour certains élèves, réussir une année après l'avoir redoublé peut aussi être un puissant moteur de confiance en soi, leur montrant qu'ils peuvent surmonter les obstacles académiques. Le lien entre le redoublement et la qualité de l'enseignement. De manière générale, les parents sont favorables au redoublement dans la mesure où il est un signal de qualité de l'établissement dans lequel ils envisagent d'y inscrire leur enfant. C'est pour cette même raison que certains étudiants préféreront s'inscrire dans une formation plus sélective. Une école, qui mène une politique rigoureuse en matière de redoublement, fait savoir à son public qu'elle ne transige pas sur le niveau des élèves, et donc d'une certaine manière sur la qualité de l'enseignement. Supprimer ou réduire le redoublement revient à retirer aux enseignants un moyen d'incitation pour que les élèves en difficulté produisent plus d'efforts scolaires. Effectivement, comment obtenir un surcroît de travail de la part des élèves qui savent que de toute façon, ils pourront passer en classe supérieure ? Le redoublement peut alors servir de signal d'alerte, incitant les élèves à prendre leurs études plus au sérieux. Cette mesure peut encourager une attitude aussi plus responsable envers l'apprentissage, en soulignant que les efforts et les résultats sont essentiels pour progresser. Le redoublement peut être aussi l'occasion de fournir un soutien pédagogique beaucoup plus ciblé et adapté aux besoins spécifiques de l'élève, ce qui n'est pas toujours possible dans une classe au niveau hétérogène. Le 7e argument est qu'il peut être perçu comme un outil de régulation de l'autorité de l'enseignant au sein de sa classe. Il arrive même parfois que les enseignants s'appuient sur l'évaluation et le redoublement afin d'asseoir leur autorité auprès des élèves.
En l'absence du redoublement, les enseignants se plaignent davantage du défaut de motivation induit auprès des élèves. Il devient même plus difficile de les faire travailler. Enfin, le redoublement, en augmentant le différentiel de résultats entre les élèves forts et faibles, contribue à la formation de classes plus homogènes. Malgré tous ces arguments en faveur du redoublement, beaucoup sont contre. Mais alors, quels sont les arguments contre le redoublement? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le premier argument contre le redoublement, c'est tout simplement que revivre une seconde fois ce qui n'a pas marché a peu de chances d'être efficace. Le redoublant va alors anticiper le contenu et les activités qu'il a peu appréciées ou qui l'ont fait échouer. Ainsi, même si le début de la seconde année s'accompagne de succès éphémères, il n'y a pas de raison sérieuse de penser que l'intérêt de l'enfant pour l'école grandisse au terme de cette expérience. Le risque, c'est que chaque redoublant voit sa confiance entamée et soit repris par l'anxiété et le doute lorsque de nouvelles difficultés ressurgiront. Le deuxième argument, c'est la dégradation des rapports des jeunes envers l'école. Le redoublement va contribuer à développer une attitude négative de l'élève par rapport à l'école, et même vis-à-vis du savoir en général. En plus de ça, il est souvent vécu comme une véritable punition et une marque de violence institutionnelle. Il se retrouve dans une classe d'élèves plus jeunes avec une réputation de stupidité. Et puis le redoublant ne peut être considéré comme un modèle, ce qui modifie la vision hiérarchique naturelle des jeunes enfants selon laquelle le plus âgé est nécessairement celui qui sait le plus. Dans une enquête menée en France, les adolescents citent même le redoublement comme l'événement le plus redouté de leur vie, après celui de la disparition d'un de leurs proches. Les coûts du redoublement. Et oui, ça coûte cher de faire redoubler les élèves. En 2016, le Conseil national d'évaluation du système scolaire évaluait à 1,6 milliard d'euros le coût du redoublement en France. Ces données placent la France parmi les pays qui dépensent le plus pour cela. Concrètement, et indépendamment des dépenses indirectes que le redoublement entraîne, ça correspond à 20 000 postes d'enseignants dont une partie pourrait être utilisée au profit d'un meilleur accompagnement des élèves fragiles. Par ailleurs, il prolonge également le parcours scolaire des élèves, retardant leur entrée sur le marché du travail. Alors là, attention, on est sur un argument en béton. De nombreuses études suggèrent que le redoublement n'est pas une stratégie efficace pour améliorer les résultats d'apprentissage à long terme. Les gains des premières années après les redoublements restent bien souvent éphémères, et les élèves redoublants ne surpassent pas nécessairement ceux qui ont été promus malgré leurs difficultés. Une méta-analyse menée à la fin des années 90 a synthétisé les principales conclusions obtenues à partir des 63 recherches sur le redoublement. Elles ont comparé les résultats des redoublants et des élèves faibles mais promus, c'est-à-dire ceux qui ont pu passer dans une classe supérieure malgré leurs difficultés. Il apparaît que les résultats obtenus par les élèves faibles mais promus sont plus positifs que ceux des redoublants, tant au niveau des connaissances qu'au niveau psychologique. Cela nous mène au sixième argument, les répercussions psychologiques. La plupart des élèves qui redoublent subissent assez mal cette épreuve qui a des répercussions psychologiques importantes dans la mesure où ils perdent confiance en eux, sont mal vus, voire exclus. Il apparaît que les redoublants sont perçus plus négativement aussi par leurs camarades et sont moins souvent choisis dans les groupes de travail. L'élève redoublant ressent le regard méprisant de ses camarades, de ses professeurs ou de ses parents et en vient à se dévaloriser. Il entraîne le jeune à se forger une identité de mauvais élève, pas fait pour les études, aussi bien dans l'esprit du jeune qu'aux yeux de son entourage. Se sentant mis à l'écart, il peut également perdre sa confiance, rejeter en retour l'école et précipiter ainsi ce que le redoublement était censé éviter. Cet effet va à l'encontre même des capacités d'apprendre et conduit le jeune à restreindre ses ambitions et à intérioriser durablement le sentiment de ses limites. Notre septième argument porte sur les réelles causes des difficultés. Et oui, car le redoublement ne s'attaque pas toujours aux causes profondes des difficultés scolaires, qui peuvent être liées à des problèmes sociaux, émotionnels ou bien liés à des apprentissages spécifiques. Enfin, en se concentrant sur le redoublement comme solution, on peut parfois négliger d'autres stratégies pédagogiques plus efficaces, telles que le soutien individualisé, le tutorat ou l'adaptation des méthodes d'enseignement aux besoins spécifiques des élèves. Alors, pour ou contre le redoublement ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels arguments vous ont le plus convaincu, car il est maintenant temps de passer à la conclusion. Dans notre système d'enseignement, le redoublement est toujours considéré comme une bonne opportunité de remédier à l'échec scolaire, alors même que cette mesure a été abandonnée avec succès par plusieurs pays d'Europe. Chez un grand nombre de parents et d'enseignants, il est considéré comme indispensable pour maintenir la motivation ou pour leur offrir le temps d'acquérir plus de maturité. Pourtant,
Toutes les recherches menées dans ce domaine confirment que les éventuels effets positifs du redoublement ne sont pas compensés par les nombreux effets négatifs qui peuvent entraîner découragement, démotivation et décrochage. Le redoublement se justifierait beaucoup moins si les difficultés des élèves étaient prises en charge de manière individualisée et efficace au moment où elles apparaissent. La priorité reste d'aider un élève avant qu'il ne soit trop tard, et non pas attendre 1 an pour le sanctionner. La structure par classe augmente également les décisions de redoublement, dans la mesure où un certain nombre d'enseignants ont l'impression que certains élèves ne seront pas suffisamment prêts pour affronter les difficultés qui seront imposées en classe supérieure. Si l'école veillait à remplacer le redoublement par des mesures mieux adaptées à chaque élève, en s'engageant dans un processus de réflexion et de concertation, le redoublement pourrait être remplacé par des remédiations et des moyens innovants pour mieux motiver les élèves et mieux prendre en compte leurs difficultés intellectuelles et psychologiques. S'il est important pour le jeune de prendre conscience de ses difficultés et de la rigueur que demandent ses études, il faut savoir que l'enfant progressera plus facilement sur la base de ses réussites. La pédagogie de la réussite, c'est celle qui donne confiance, qui veut susciter l'envie de mieux faire en valorisant les élèves, leur capacité de comprendre, d'entreprendre, d'imaginer et de créer. Alors, toujours pour ou contre le redoublement? Laissez-moi un commentaire avec les arguments qui vous ont le plus convaincu, restez informés et surtout écoutez les avis de chacun, mais ne vous fiez qu'à votre propre jugement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous dis à très vite pour un prochain sujet. À bientôt.